La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, votre facture a sûrement pris l'ascenseur d'électricité, j'entends. Tout le monde s'en est rendu compte, les causes sont multiples, il existe quand même des solutions pour amortir le choc. Et pour y voir plus clair, nous recevons le directeur général de Romande Énergie, un acteur de poids qui s'est donné pour mission, pour ambition, de faire de la Suisse romande la première région décarbonée de Suisse. Christian Petit est avec nous aujourd'hui dans B2B. Bonjour Christian Petit. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Pour revenir sur votre parcours, vous avez vécu et participé, on va dire, à deux grandes révolutions. La première, celle de la téléphonie mobile. C'était dans les années 2000 en intégrant le groupe Swisscom. Vous avez intégré d'ailleurs plus tard la direction. 15 ans au total chez Swisscom, dans ses filiales. Et puis la deuxième grande révolution, eh bien, c'est en intégrant la Romande Énergie, travailler pour un monde moins carboné, pour réduire l'empreinte climatique. Ça a été un déclic personnel pour vous? Vous étiez déjà un peu dans ce domaine, dans ce mode de pensée avant? Écoutez, du temps de Swisscom, pas franchement. J'ai des origines où j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, avec 12 années de scoutisme, donc j'ai voilà, une proximité naturelle avec la forêt, la nature, les animaux, les éléments. Mais c'est surtout en quittant Swisscom en 2017 que j'ai pris le temps, pendant à peu près 2 ans, avant de rentrer chez Romande Énergie, de questionner beaucoup de choses, hein, c'est normal à cet âge-là dans sa carrière, de faire quelques voyages assez structurants aussi dans mon expérience, des lectures. C'est le moment où on commençait un petit peu quand même à parler plus fortement de la crise climatique. Et c'est allé me chercher dans ma curiosité, dans mon rapport à la nature, aux choses. Et puis voilà, c'est vraiment là que j'ai développé cette attention spécifique sur ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. Mais c'est vrai que le terme réchauffement climatique, l'air de rien, ce n'est pas si vieux, hein. La première utilisation, c'était dans les années 70, 1975. Vous n'aviez pas tout à fait 10 ans. Vous n'êtes pas d'une génération qui a eu une éco-éducation, finalement. Non, dans ma génération, c'était plutôt faire des belles écoles, faire carrière et puis se développer. On a quand même vu naître l'écologie, hein, dans ces années-là, surtout à travers en fait le nucléaire, qui a été le vecteur et l'acte de baptême de l'écologie en Europe. Mais les premiers ouvrages écologiques sont assez anciens. J'ai relu cet été 2 ouvrages fondateurs, Printemps silencieux et Avant que nature meure, qui sont 2 ouvrages des années 60, à ma naissance à peu près, hein, 63, 65, et qui déjà on posait en fait tout le décor des insecticides, des pesticides, de l'impact de l'homme sur les sols. Et puis après, le Club de Rome, hein, 1967, qui a tiré pour la première fois le signal d'alarme de l'épuisement des ressources planétaires. Et puis après, on le sait aujourd'hui, les grands pétroliers savaient déjà dans les années 70 et ont déjà essayé d'alerter la Maison-Blanche sur l'impact des émissions et des combustions fossiles. Donc voilà, c'était vraiment l'époque où on savait déjà, il y a 50 ans qu'on sait déjà ce qui se passe. C'est à quel âge, vous, que vous avez pris conscience vraiment que c'était une thématique très importante? Je vous dis, à peu près dans ces années-là, quand j'ai quitté Swisscom, j'ai vraiment... Il y a eu un élément déclencheur particulier dans votre manière de penser? Mais j'ai eu du temps pour moi. Et vous savez, quand vous êtes dans des fonctions corporate intenses, vous êtes vraiment très impliqué dans votre fonction. Là, j'ai pris du temps pour moi. J'ai créé ma société de conseil. J'étais dans plusieurs conseils d'administration, mais j'avais aussi du temps de qualité pour moi, ce qui m'a permis de faire une chose que j'adore faire et que j'avais pas pu faire pendant trop longtemps. C'est vraiment de lire, de prendre du temps pour me documenter. Et mes centres d'intérêt sont allés très vite vers cette crise climatique parce que j'ai bien compris que c'était quelque chose de scientifiquement fondé et qui concernait toute la planète et que ça allait avoir des enjeux durables pour les générations futures, pour mes enfants. Et voilà, je me suis beaucoup questionné sur ça en fait. Vous nous dites que sans cette coupure, qui n'était pas forcément décidée ou planifiée, sans cette coupure, vous ne seriez pas dans le rôle que vous occupez aujourd'hui? Écoutez, j'ai vendu des téléphones toute ma vie, hein.
ce qui n'est pas très écologique aujourd'hui quand on regarde l'impact Parce que le but, c'était d'en vendre un chaque année. Hein. Oui, Il fallait l'impact du digital qu'on aujourd'hui, en change chaque année. Oui. on voit bien que c'est un impact assez fort. Et Swisscom a toujours eu une conscience sociétale assez forte avec... déjà de mon époque, on faisait des opérations pour récupérer les natels et voilà, les recycler. Et puis, il y a toujours eu cette sensibilité aussi au niveau du chauffage des bâtiments, de l'aération des call centers avec des projets assez novateurs. Donc, en termes de durabilité, Swisscom a toujours été à la pointe, mais on ne parlait pas encore beaucoup à l'époque des émissions de gaz à effet de serre et de la nécessité de décarboner Et l'industrie. c'est quand même donc c'est cette coupure. Parce que vous avez décidé de faire, voilà, je vais faire un break de tant d'années pour faire du conseil comme vous l'avez évoqué, ou bien et ne pas reprendre de fonction de direction, Non. ou bien ça s'est pas fait de cette Non, manière. j'avais pas prévu de reprendre des fonctions de direction. En fait, ce que je souhaitais faire, c'était voilà, j'ai certaines valeurs humanistes qui m'animent et je souhaitais pouvoir apporter ce message-là au sein de l'économie. Et je pouvais le faire soit en indirect, en coachant ou en accompagnant des dirigeants d'entreprise, soit direct en revenant moi-même au sein de l'entreprise. Donc, quand j'ai créé ma société de conseil en management, j'ai commencé à coacher des jeunes dirigeants d'entreprise dans le domaine des startups. Et j'adore ça. D'ailleurs, j'ai continué un mandat en toute transparence avec mon conseil d'administration. Et je continue aujourd'hui à faire ça parce que j'aime beaucoup je trouve que c'est un cadeau partagé en fait de pouvoir échanger avec des jeunes dirigeants. Et puis il se trouve que l'opportunité de la vie a fait que j'ai été contacté pour ce poste chez Romand d'énergie qui cochait beaucoup de cases que je m'étais mis dans un coin de ma tête, c'est-à-dire je souhaitais rentrer dans une entreprise qui a un impact positif sur des crises sociétales ou environnementales, donc avoir un job qui fasse du sens, pour être clair. Je souhaitais terminer ma carrière en Suisse romande, parce que j'avais travaillé 17 ans en Suisse alémanique et que je trouvais que c'était le moment de m'ancrer vraiment dans cette région que j'aime et que j'ai choisi comme deuxième pays. Je souhaitais une entreprise pas trop petite ni pas trop grande pour pouvoir y faire des choses, mais pas être toujours en train de gérer des aspects administratifs ou trop procéduriers. Et donc, il y a beaucoup de cases qui étaient cochées pour faire ce choix. Et puis, ce profil d'entreprise public-privé que j'avais connu déjà chez Swisscom au niveau fédéral, cette fois-ci au niveau cantonal. Et je trouve que des entreprises qui sont comme ça, public-privé, ont cette perspective long terme que j'apprécie, qui permet de faire des choses dans la durée. Et en même temps, cette réactivité du privé qui est quand même est très, très, très enthousiasmante. On a parlé des révolutions. Parlons maintenant des évolutions. Pour vous citer, l'an passé dans les colonnes du 24 heures, vous disiez jusqu'il y a peu un manager avec une seule mission, celle de dégager du profit. Vous dites après, aujourd'hui, il doit faire de la dimension sociale, environnementale une priorité. C'est une jolie formule, mais comment est-ce qu'on l'applique concrètement dans la vie de tous les jours ? Écoutez, je suis fondamentalement convaincu que les entreprises ne seront plus managées au XXIe siècle comme elles l'étaient au XXe siècle. Et moi, j'ai eu la chance d'être manager dans les 2 siècles. Donc voilà, il y a un changement. Au XXe siècle, les écoles de management qu'on a tous fait nous apprenaient à générer du profit. Dans le respect, bien sûr, du produit, des collaborateurs, des clients, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense que les sociétés, les entreprises ont un rôle, une responsabilité qui va au-delà de dégager de la prospérité pour leurs actionnaires. Il s'agit vraiment de prendre pleinement en compte leur impact écologique, leur empreinte écologique, et également leur rôle sociétal. Parce qu'on a 2 dangers qui nous menacent aujourd'hui. Un, c'est la crise environnementale très forte qui va bouleverser beaucoup de paradigmes. Et puis 2, c'est l'éclatement de la société, on le voit bien, c'est la distorsion très forte entre la richesse et la pauvreté, des risques d'explosion sociale, et une entreprise est un vecteur de cohésion dans une région. Et donc, je crois que les entreprises doivent prendre la mesure, et leurs dirigeants, de ce changement.
Et chez Romande Énergie, c'est ce que j'ai déclaré dès le départ au conseil d'administration, c'est que j'avais le souhait de poser cette entreprise sur 3 piliers équilibrés, qui sont le pilier économique, le pilier sociétal et le pilier environnemental, les triple bottom line, comme on dit en anglais. Et ça s'incarne en fait lentement par une culture qui, chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, tente de prendre en compte ces différents éléments. Donc je vous donne un exemple très, très concret. Quand il y a eu la loi, il y a juste un an, qui a permis l'implantation de grands parcs solaires en milieu alpin, avec un subventionnement très fort de la Confédération à 60%, c'est une aubaine économique pour celui qui peut déployer ce genre de parc. Et d'un point de vue énergétique, ça fait du sens, puisqu'on a besoin d'électricité hivernale, et un parc photovoltaïque en haute altitude a une forte électricité hivernale. Mais ça pose des questions en termes environnementaux, en termes écologiques, en termes de biodiversité, mais également aussi en termes sociétal, puisque dans certaines régions alpines, il y a de la vie déjà, il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des agriculteurs qui occupent ces espaces. Et donc, quand cette opportunité est arrivée, j'ai demandé aux équipes de partir à la découverte de cette thématique en interviewant toutes nos parties prenantes, des présidents de communes en Valais, des ONG, des scientifiques, pour essayer de comprendre en fait toute la complexité de cette décision. Et nous avons été, je crois, un des rares et un des seuls énergéticiens qui, dès le printemps, donc bien avant la votation valaisanne, a dit que oui au PV alpin, mais de manière restrictive sur certaines zones qui sont les lacs de barrage, où nous avons déjà une installation au lac des Toules qui flotte sur le barrage, sur les couronnes de barrage, près des remontées mécaniques, bref, des endroits déjà anthropisés, c'est-à-dire déjà marqués par l'homme, mais pas de faire ça sur des surfaces vierges. Et je crois que cette décision, on ne l'aurait pas prise si on n'avait pas eu cette analyse posée sur ces 3 piliers, sociétal, environnemental et économique. Cette démarche concertée que vous prenez, elle est demandée par les actionnaires. Vous avez évoqué brièvement tout à l'heure les actionnaires, c'est un groupe coté, on y reviendra, mais qui est principalement détenu par des entités publiques. C'est une demande de ces actionnaires-là, ou bien tous les actionnaires soutiennent ce type de démarche? Alors, l'actionnaire public, ou les actionnaires publics, puisque notre actionnaire principal, c'est le canton, mais nous avons aussi de nombreuses communes vaudoises, attendent bien évidemment de Romande Énergie qu'elle ait une stratégie forte de durabilité, qu'elle inscrive son action dans la durée, qu'elle prenne soin de ses parties prenantes et notamment de ses collaborateurs et de ses clients. Et ça, c'est une attente qui est marquée. Ensuite, les actionnaires privés, qui sont plus anonymes, plus diffus, ont probablement, eux, des attentes plus classiques d'actionnariat, même si nous avons aussi des petits porteurs qui ont aussi un ancrage ici dans la région. Donc, l'actionnaire a ces attentes-là. Maintenant, mon interlocuteur à moi, c'est le conseil d'administration. Et donc, le premier acte que j'avais à faire, c'était de convaincre, d'emmener le conseil d'administration vers cette stratégie orientée vers une forte durabilité. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un fort alignement entre le conseil d'administration et la direction sur cette direction. Romande Énergie, on l'a brièvement évoqué, donc entreprise cotée. L'État de Vaud contrôle près de 40% du capital, c'est le plus important actionnaire, basé à Morges. Vous distribuez de l'électricité, vous en produisez aussi, vous offrez aussi des services liés à l'énergie. Un chiffre précis, 1253 équivalents plein temps, c'était fin 2022. En termes de chiffre d'affaires, on peut dire que les SIG à Genève et le groupe E à Fribourg et Neuchâtel sont un petit peu devant vous, c'est juste? Oui, le chiffre d'affaires est très fluctuant actuellement avec les évolutions des prix. Il a plu cet automne. On va commencer par parler de l'approvisionnement en énergie pour cet hiver. Donc, on imagine que les barrages sont pleins. Il semble que les réserves de gaz le sont aussi. Enfin, elles sont à l'étranger parce qu'on n'a pas de capacité de stockage en Suisse, mais d'après le Conseil fédéral, les réserves sont bonnes. Donc, malgré la guerre en Ukraine, la situation serait plutôt bonne. Ça veut dire que vous êtes confiant, on n'aura pas de pénurie d'électricité cet hiver? J'irai pas jusque dire qu'on n'aura pas de pénurie, parce que l'hiver peut être long. Les mois critiques en Suisse, c'est surtout la fin de l'hiver, quand les barrages sont vides. Février, donc, mars à avril. Mars-avril. Donc je peux pas vous dire, je suis pas devin, quel va être le temps et si on aura un hiver froid et long. Pour l'instant, les fondamentaux sont meilleurs que l'année dernière. Ce sont ceux que vous avez cités, plus un parc nucléaire français qui est quand même en meilleure forme qu'il y a un an.
Mais on ne peut pas savoir si on a un incident dans une de nos centrales nucléaires, si on a une période longue de froid qui nous oblige à turbiner les barrages, l'eau des barrages plus rapidement que prévu. La situation pourrait se tendre. Pour l'instant, la profession est plus sereine que l'année dernière à la même époque. Ça, c'est pour la quantité, on va dire. Maintenant, pour les prix, ça continue, semble-t-il, de quand même pas mal fluctuer. Alors, je ne reviens pas, ou très brièvement, sur les annonces de hausse qui ont été faites l'été passé, souvent à 2 chiffres pour donc 2024. Chez vous, la hausse est plutôt moindre, mais elle ne vient pas que du prix lui-même de l'électricité. Il y a des taxes qui augmentent, il y a le coût du réseau aussi qui augmente. Mais si je regardais, en préparant l'émission, le prix spot et au jour le jour, donc il évolue beaucoup. Des fois, c'est plus de 400 € le mégawattheure, puis il tombe à 100 €, c'est 120, puis 70. Pourquoi de tels écarts? Comment est-ce qu'on peut expliquer au public que ce marché soit à ce point-là fluctuant? Je crois qu'il faut bien distinguer déjà 2 marchés, le marché à terme et le marché spot, donc le marché quotidien. Dans le marché spot, on va avoir des fluctuations. Celui dont je parlais. Oui, exactement, celui dont vous parliez. On va avoir des fluctuations de plus en plus fortes, puisque l'Europe actuellement se remplit d'énergie renouvelable qui n'est pas pilotable, qui n'est pas contrôlable. Et donc, en fonction de l'état de la météo du jour, on a des productions très fortes ou très faibles d'électricité. Et notamment avec l'explosion du solaire, on va avoir structurellement des heures de la journée, entre midi et 16 heures, et notamment en été, où on aura énormément d'électricité surabondante. Et à ce moment-là, les prix spot vont passer très bas, voire être négatifs. Ça s'est produit cette année, je crois. Hein. Ça s'est produit régulièrement. Oui, ça se produit régulièrement. Concrètement, ça veut dire quoi un prix négatif? Hein, un prix négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez payer pour qu'on vous débarrasse de vos électrons. Voilà. Donc c'est une situation qu'on ne souhaite pas à un producteur. Un producteur pouvant être un grand producteur. Ça vous est arrivé? Voire un tout petit producteur. Écoutez, j'ai pas en tête si ça nous est arrivé exactement, parce qu'on fait tellement de transactions tous les jours, mais on subit en tout cas de très fortes fluctuations dans l'électricité qu'on serait amené à revendre ou à acheter au marché spot. Après, vous avez le marché à terme. Et le marché à terme, c'est quand vous faites des achats longtemps à l'avance. Et dans ces achats longtemps à l'avance, il y a une beaucoup plus grande stabilité. Mais vous avez néanmoins des fluctuations comme il y a eu en 2022 avec la guerre en Ukraine. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis l'été 2022, les prix ont une tendance à la baisse qui continue actuellement, même maintenant, à l'entrée de l'hiver, où on revient autour de 10 à 12 centimes le kilowattheure à l'achat, ce qui sont des prix... non, pas de quel horizon temps, pour qu'on ait une idée quand vous dites à terme? Actuellement, on achète les années 2025, 2026, 2027. On fait des achats par petits paquets pour essayer d'étaler au maximum le coût de nos achats et éviter des fluctuations trop importantes pour nos clients. On commence à acheter 4 ans à l'avance. La liquidité du marché, c'est 4-5 ans. Vous ne trouvez pas de produits sur les marchés à un terme plus long. Ça veut dire que pour la dette publique, par exemple, la Confédération peut l'acheter à 10 ans. Pour d'autres, on peut l'acheter à 30 ans, voire 50 ans. L'électricité, non, ça, c'est pas possible. Il commence à y avoir des contrats long terme sur des ouvrages spécifiques, ce qu'on appelle des PPA. Et là, vous pouvez trouver des contrats sur 10 ans, voire sur 15 ans. Mais c'est plutôt des industriels qui vont faire ce type de contrat avec des producteurs aujourd'hui. Un rapide mot sur la rentabilité de Romande Énergie. Au premier semestre, ça s'est très bien passé. Un bénéfice opérationnel qui avait doublé par rapport à 2022, près de 120 millions de francs. La fin de l'année, elle s'annonce aussi bonne? Écoutez, on a toujours dit que cette année serait exceptionnelle pour nous en termes de résultats, puisque nous avions eu, depuis 2021, nos prix de vente étaient nettement inférieurs à nos prix d'achat qui ont fortement augmenté. Et donc, nous avons un rattrapage mécanique cette année de notre marge énergie, qui a été déprimé notamment en 2022. Et donc ce résultat exceptionnel, il restera exceptionnel et on va retomber en 2024 à des résultats beaucoup plus, je dirais, conformes à notre historique. Et puis dans notre résultat, vous avez toujours l'influence d'Alpiq, que nous contrôlons à 10% indirectement par EOS Holding. Donc Alpiq, on peut le dire en quelques mots, Alpiq est un grand producteur d'électricité qui profite assez fortement actuellement des prix marchés qui se sont rétablis pour eux. Et ils annoncent de très bons résultats et ça va nous impacter indirectement aussi dans nos annonces. Il y a peu de temps, Emmanuel Macron a rendu visite à la Suisse. Ils ont discuté avec Alain Berset, le conseiller fédéral, de différents sujets, mais pas du tout d'électricité, semble-t-il. Or, vous évoquiez tout à l'heure la dépendance à l'énergie nucléaire française, et on est complètement intégré dans ce système européen. Mais on a l'impression quand même que là, on sait qu'on n'a pas d'accord, on a une sorte de brouille avec l'Union européenne,
Mais l'électricité, si on coupe le courant, les lumières de ce studio s'éteignent tout de suite. On est dans vraiment de l'existentiel. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu que cela de l'enjeu de cet accord avec l'Europe? Écoutez, je crois que la Suisse, les médias parlent beaucoup de l'absence d'accord entre la Suisse et l'Union européenne. L'électricité est un des éléments qui pourrait être couvert par un tel accord. La branche, par contre, en parle beaucoup. Swiss Grid nous alerte régulièrement sur la difficulté de leur métier depuis qu'ils sont de plus en plus mis à l'écart des instances de régulation des réseaux européens, dans lesquels nous sommes totalement intégrés d'un point de vue physique. Et là, il y a des inquiétudes très fortes, et c'est pour ça que la branche insiste pour que les pourparlers reprennent et pour que la Suisse soit pleinement intégrée dans le marché européen de l'électricité. Maintenant, il n'y a pas de lunch gratuit sur cette terre, donc ça ne se fera pas sans certaines concessions, et notamment le fait que le Parlement, dans la récente loi sur l'énergie, qui maintenant va passer probablement à travers un référendum, la libéralisation du marché n'a pas été demandée et réclamée par le Parlement, et c'est un sujet qui pourrait de nouveau s'ouvrir dans le cadre des discussions avec l'Europe. Il y a bientôt un an, Christian Brunier des services industriels de Genève était avec nous et nous disait tant que nous n'aurons pas fait la transition énergétique, il y aura ce risque de pénurie. Vous êtes d'accord avec lui? Nous n'avons pas aujourd'hui en Europe installé un système énergétique décarboné, indépendant des énergies fossiles. Nous sommes toujours malheureusement assez dépendants des énergies fossiles pour la production d'électricité, dans certains pays notamment comme l'Allemagne. Nous n'avons pas de quantité installée d'énergie renouvelable suffisante pour remplacer les énergies fossiles et surtout pour remplacer le nucléaire qui disparaît dans certains pays comme la Belgique, l'Allemagne dès maintenant et la Suisse d'ici 15 à 20 ans. Et donc notre transition n'est pas terminée. Et tant qu'elle ne sera pas terminée, nous aurons cette fragilité, oui. Qu'est-ce qui va vous faire atteindre votre objectif? Je l'évoquais en introduction, de faire de la Suisse romande la première région décarbonée de Suisse. Il faudra quand même vous être d'accord, j'imagine, avec les SIG ou le groupe E. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va y arriver? Vous savez, le bilan carbone de la Suisse est assez clair, il est assez bien suivi. Donc on sait aujourd'hui où la Suisse en est dans ses émissions nationales, hein. Je ne parle pas des importations, hein. 2 tiers de nos émissions carbone sont importées. Il ne faut pas l'oublier, c'est le privilège ou la particularité plutôt d'un pays riche. Donc là, je parle des émissions nationales, 5 tonnes par habitant par an à peu près. Et les 2 postes principaux, c'est la mobilité et l'habitat. 2 domaines dans lesquels un énergéticien comme Orman Énergie apporte des solutions. Donc notre mission, entre guillemets, sera terminée le jour où le bâti suisse romand n'émettra plus de gaz à effet de serre. Donc on aura remplacé partout les chauffages de sources fossiles par des pompes à chaleur ou des chauffages à distance à base d'énergie renouvelable ou de bois. Et le jour où la mobilité sera soit entièrement douce, publique ou pour des voitures Alors, le jour où, c'est quand? C'est 2050 l'objectif de zéro émission nette du Conseil fédéral, oui. ou on ne tiendra pas à cet objectif? Je pense qu'il est tenable. Il y a des jalons importants qui ont été mis. Il y a des lois qui maintenant posent des objectifs intermédiaires. Il y a une loi importante dans le canton dans le canton de Vaud qui est en discussion actuellement, en consultation. Donc au niveau du bâti, je pense que les objectifs sont fixés et les normes sont en train de s'établir. Après, ça va être une question de mise en œuvre. Et là, l'inquiétude va plutôt se porter sur la détresse en main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait rénover 3 fois plus vite les bâtiments que ce que nous faisons actuellement. Et pour ça, on n'a pas la main-d'œuvre suffisante et nécessaire pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est le risque principal sur la décarbonation du bâti. Pour la décarbonation de la mobilité, l'Union européenne a pris une décision très structurante pour la Suisse aussi, qui est l'arrêt de la commercialisation de véhicules thermiques en 2035. Donc, en bonne logique, la Suisse devrait aussi être impactée par cela. Et donc, l'immatriculation des voitures électriques va se développer. Mais je crois que ça serait une erreur de tout miser sur la voiture électrique. Il va falloir qu'on change nos modes de mobilité. Donc, moins de voitures alors?
Moins de voitures, plus de transports publics, plus de mobilité douce, notamment dans les villes. Moi, vous savez, je vais tous les jours quasiment en vélo à Lausanne, en vélo électrique depuis À Lausanne, c'est plus pratique qu'un électrique. bientôt 5 ans, de Oui. Lausanne à Morges. Mhm. Et je constate pas énormément de changements dans les files de voitures que je croise, qui sont toujours, pour la plupart, avec un seul conducteur à l'intérieur, qui sont toujours pour la plupart thermiques. Et là, je pense que la population doit prendre conscience de son impact écologique et faire davantage d'efforts pour transiter. Christian Petit, on n'en a pas parlé en première partie d'émission. On va terminer avec ça. Vous êtes un féru d'alpinisme. On vous a préparé quelques questions autour de cette passion. 1968, un souvenir de vos premières vacances en Suisse, à Crans-Montana, si nos informations sont justes. Vous vous souvenez? C'est juste, ouais, j'ai une photo dans mon album d'enfance avec un sac à dos qui est plus grand que moi. Mais je ne suis pas un féru d'alpinisme, je suis un féru de randonnée en montagne, ce qui est différent. Il y a un article de journal un jour qui m'a fait passer pour un alpiniste. Que je ne suis pas. Mais même Crans-Montana, quand vous étiez arrivé, vous avez encore une image au-delà de la photo de votre album. Vous vous souvenez à quoi ça ressemblait? J'ai surtout l'image de tenir la main de mon père. Voilà. Vous avez quand même fait l'ascension et la traversée du Mont Blanc pour vos 30 ans, c'est correct? C'est ça, pour mes 30 ans, je m'étais 1993. fixé l'objectif de faire la traversée du Mont Blanc, qui était une course magnifique. Après une première tentative échouée, parce que voilà, les conditions de neige n'étaient pas les bonnes, ça a été un moment magique. Ouais. C'était le seul et l'unique ou il y a un autre sommet quand même une fois? Non, en vue? non, j'ai fait quand même quelques sommets dans l'Oisan, mais en général, je m'arrête à 3000 mètres. Je suis plutôt un fan de la montagne à vache, et quand ça devient glaciaire, je m'arrête ou je prends un guide. Un alpiniste ou une alpiniste qui vous inspire? Bah, moi, je suis un vieux de la vieille, hein, donc actuellement, je relis Premier de cordée de Roger Frison-Roche, parce que je fais partie d'un petit club de lecture à Villars-sur-Olon, où on se réunit, et à chaque fois, on doit lire un livre autour de la montagne. Donc le choix s'est porté sur Premier de cordée, que j'avais pas lu depuis très longtemps. Et Roger Frison-Roche m'a toujours beaucoup marqué. C'est lui qui m'a fait découvrir la prière des époux vaudois, qui figure dans mon livret de mariage alors que je me suis marié en France. Et voilà, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces alpinistes de la première heure, qui étaient des humanistes, qui n'étaient pas cherchaient pas la course au record, et qui avaient une vision, je trouve, très contemplative de la montagne, qui nous fait défaut aujourd'hui. Et après Roman d'énergie, un autre sommet? Écoutez, je viens de passer les 60 ans, donc voilà, quand on passe les 60 ans professionnellement, on voit l'écurie qui se rapproche, bien entendu. Donc, je me plais beaucoup dans ce que je fais. J'ai encore quelques années de travail pour consolider, je crois, le très fort changement que j'ai initié et qui demande du temps. Ensuite, on verra bien. Il y a des causes, bien entendu, qui méritent qu'on s'y investisse, mais c'est trop tôt pour en parler aujourd'hui. Merci Christian Petit d'être venu aujourd'hui Merci à vous. sur le plateau de B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.